Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Le 22 septembre 2020 restera jamais gravé dans les mémoires comme une date au cours de laquelle les libertés individuelles au Cameroun ont pris un autre sérieux coup pour avoir participé à des marches interdites par les autorités administratives. Plusieurs militants sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun seront interpellés et pour la plupart aujourd'hui détenus dans diverses maisons d'arrêt à travers le pays. Les organisations de la société civile, on s'en souvient, s'étaient et continuent d'ailleurs de s'offusquer de ce que des militants sympathisants et certains cadres de cette formation politique avaient été interpellés avant la date de la manifestation querellée, arrêtés à leur domicile le jour de la manifestation et même après le 22 septembre. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par JBB Julien Berthe Bissaï, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Arrestation arbitraire et détention illégale, pourquoi ça perdure? Nous avons invité en plateau ce soir Maître Russell Choumou. Bonsoir Maître, bienvenue, merveilleux. Merci Monsieur Serge-Alain Otto. Je vais ici profiter de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter une bonne et une heureuse et lumineuse année 2021 à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir, du monde, du Cameroun et de mon village Balembo. Et bien évidemment à tous ceux qui sont ici sur le plateau. Merci. Village Balembo. Toujours. C'est l'élite de Balembo. Hein? Oh, Balembo, c'est là-bas où je reposerai un jour, bien sûr. Voilà. Je ne manquerai pas de ça. Bonsoir Pierre-Emmanuel Biam. Bonsoir Serge-Alain Otto. Bonsoir à tous mes panélistes. Un bonsoir particulier à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se retrouvent en ce moment embastillés, privés de liberté dans les prisons du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Bafoussam ou un peu partout, même ceux qui sont dans le sud. Donc, qu'ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux et qu'ils se sentent honorés d'être en train de payer le prix pour la liberté du Cameroun. Et leur courage sera à jamais salué et restera dans la mémoire collective des Camerounais de tous bords comme étant des héros de la nation. Bonsoir Martin Zan. Bonsoir Monsieur Serge-Alain Otto. J'ai bénéficié de cette occasion qui m'est offerte pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Voilà une année de plus. Je leur souhaite les vœux les meilleurs et je profite aussi par la même occasion pour dire une petite particularité pour la population de Ngwantet et de Mfida. Je leur dis bonsoir. Maître Augustin Gueffard, bonsoir, bienvenue. Serge-Alain, bonsoir à mes deux confrères qui ont été tellement empêchés que j'ai dû jouer le pas des bouches trop, le remplaçant. J'assume. J'ai dit un bonsoir, j'ai cherché à comprendre pourquoi, si le RDPC était de retour sur ce plateau, vous m'avez indiqué que non, il y a deux camps, il y a les communicants et les militants. Les communicants qui sont une poignée dirigée par une autre équipe de main forte a décidé de ne plus venir, et puis la grande majorité qui est constituée des militants. Eux, ils sont libres de venir. Donc je suis content, je dis un bonsoir particulier aux militants du RDPC qui comprennent que la République ne se construit pas avec les communicants, mais avec les militants d'un parti politique. C'est cela. Tout à fait. Merci. Maître Choumou, cette situation, pourquoi on continue à assister à des arrestations de façon arbitraire au Cameroun? Est-ce que vous comprenez ça? Effectivement, vous savez... Sans mandat, on vous interpelle, on vous conduit, vous allez jusqu'en prison même. Comment justifier ça? Oui, vous savez, bien évidemment, M. Serge-Alain Otto, il faut le dire avec acuité que c'est des questions humaines. C'est des questions humaines et le thème que vous offrez aujourd'hui à vos téléspectateurs est vraiment un thème qui est présent, qui se pose
constamment avec, comme je disais, avec tautologie, avec acuité. Vous savez, arbitraire, quand vous parlez d'arrestation arbitraire, c'est lorsque l'arrestation intervient du fait d'un individu de son propre gré et détention illégale en violation de la loi. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique qui permet d'encadrer tout cela. Et il n'est pas question ici de fustiger une situation, mais de permettre à tous les Camerounais et bien évidemment aux téléspectateurs d'Equinox Soir de se faire une propre idée de la question qui est posée dans le thème que vous offrez. Vous avez les dispositions de l'article 30 du Code de procédure pénale qui élude et qui dispose clairement comment est-ce que doit s'opérer une arrestation. Puisqu'il faut entendre que l'arrestation, c'est le pouvoir que quelqu'un détient en vertu de la loi ou d'un titre de faire interpeller quelqu'un et de le présenter à une autorité en vertu de la loi ou du titre en question. Et l'arrestation est encadrée. On va vous dire par exemple que l'officier qui interpelle ou qui procède à l'arrestation doit se présenter, s'identifier, donner son grade et bien d'autres. Et respecter aussi les droits humains de la personne qui l'interpelle. Ça veut dire lui dire de se présenter librement et n'utiliser la force qu'en cas de refus d'obtempérer et que la force ou ce qu'on appelle le pouvoir coercitif doit être proportionnel au refus. Aussi, on va vous dire de présenter bien évidemment le titre en vertu duquel est interpellé ou les raisons et les motifs. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'arrestation. C'est toujours le cas. Oh, écoutez, comme je disais, c'est des questions humaines. Oui. L'homme par nature est mu de faiblesse et il y a toujours des erreurs. Et parfois, il y a des gens qui ne se baladent pas, comme vous parlez, comme mon confrère et ancien ministre de la Justice. Lorsqu'on commet une infraction, on ne marche pas avec un code pénal ou un code de procédure pénale. C'est un officier ou c'est un fonctionnaire qui procède à ces arrestations, ne respecte pas souvent la loi pour des raisons ou d'autres, mais ça arrive, puisque nous ne sommes pas dans un monde parfait. Et s'agissant de la détention illégale, il faut dire aussi que la détention est réglementée par les dispositions de l'article 218 et suivant du Code de procédure pénale. Donc, ça veut dire que nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'agir conformément à la loi. D'où la question de l'arbitraire et de l'illégalité. Donc, quand on regarde sur le plan pratique, comment est-ce qu'est procédée l'arrestation ou la détention, on peut s'appuyer sur les dispositions légales pour voir est-ce que c'est arbitraire, est-ce que c'est illégal. C'est dans ces cas qu'on observe certaines violations et toujours la même loi a permis de procéder pour y mettre fin ou pour sanctionner. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, c'est un de vos camarades ce qui lui est arrivé, qui a suggéré cette édition-ci. Vous êtes habitué, plein de vos camarades ont été interpellés de façon arbitraire et sont aujourd'hui détenus de façon illégale. Serge Alain Otto, ce qui attire notre attention ici ce soir et qui fait en réalité l'objet de ce débat, c'est le cas de Biboun Issac. Il faut bien le préciser, qui est un cas vraiment choquant. Choquant. On ne sait pas à date ce pourquoi réellement Biboun Issac est incarcéré, y compris le professeur Alain Fouquet. On ne sait pas si Biboun Issac est arrêté parce qu'il est le porte-parole du président élu, Maurice Kamto, et que partant de là, il porte la stratégie du parti, ou il est arrêté en tant que Biboun Issac, citoyen camerounais. Mais jusqu'à présent, les autorités administratives et la justice ne communiquent pas dessus. Une chose que nos dirigeants doivent comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut communiquer. Même la police doit communiquer. On voit comment ça se passe sur d'autres sujets, surtout quand il s'agit d'une affaire politique. Pourquoi la police ne peut pas de temps en temps faire les points de presse, expliquer pourquoi et pour quelles raisons tel ou tel acteur politique ou leader politique est aux arrêts ou est poursuivi. La justice peut faire pareil. Mais il y a un calme plat qui nous laisse planer le doute d'un complot. Alors, et ça nous laisse comprendre qu'à un moment donné, on ne sait pas si ceux qui nous dirigent sont en réalité hors la loi. Tout à l'heure, Maître était en train d'expliquer les procédures d'arrestation. Mais ce qu'on observe au Cameroun, c'est que lorsqu'on crie dans un carrefour MRC, où on dit voilà les gens de MRC là-bas, la police, la gendarmerie atterrissent, se mettent à arrêter les gens à tout azimut, sans toutefois comprendre le mobile pour lequel
la personne qui a crié MRC ou voilà les gens de MRC, sans toutefois questionner, sans avoir un mandat d'arrêt, sans avoir un mandat d'amener. Si c'est dans les domiciles, dans un domicile, sans avoir un mandat de perquisition. Juste parce qu'on a crié, voilà le MRC ou les gens du MRC. Ils arrêtent d'abord, ils vous arrêtent d'abord, vous enferment et voient après ce pourquoi vous êtes accusé. Et c'est le cas de ce qui arrive à Biboun Issaq. J'ai suivi sa déclaration qu'il a fait devant le président du tribunal de première instance à Yaoundé. Et ce que j'ai pu comprendre dans cette déclaration, c'est qu'il y a une cacophonie de chefs d'accusation, des choses qui ne tiennent pas. Nous croyons que Biboun Issaq et puis le professeur Alain Fogué ont été interpellés, le professeur Alain Fogué, à la veille du 22 septembre, et Biboun Issaq ce jour du 22 septembre, à cause des marches pacifiques du 22 septembre. Mais dans la déclaration de Biboun Issaq, on comprend un certain nombre de choses qui sont floues. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit, pour nos téléspectateurs qui nous suivent et les Camerounais qui nous suivent, il s'agit dans cette interpellation, Biboun Issaq fait état de ce que il avait été approché avec le professeur Alain Fogué. Ils avaient été approchés par certains individus qui avaient un complot contre l'État et contre notre pays. Un plan obscur de déstabilisation. Et que ces personnes les ont demandé, ces personnes ont demandé la couverture ou le parrainage du professeur Alain Fogué et de Biboun Issaq, chose qu'ils n'ont pas acceptée. Ils les ont dénoncés à la police, à la direction de la Sûreté nationale, direction générale de la Sûreté nationale, et ils ont même, par la suite, lorsqu'on a mis la main sur ces personnes-là, ils ont reçu des félicitations, d'après la déclaration de Olivier Biboun Issaq. Ils ont reçu des félicitations. Et lui, il reconnaît avoir reçu les félicitations du DGSN par téléphone. Et que quelques semaines plus tard, dans ce jour en particulier, on l'interpelle chez lui et on lui demande on lui dit que le DGSN voulait, ce Mbagangele voulait avoir un entretien avec lui. Il était tout heureux. Et il a même déclaré qu'il est honoré d'être invité au bureau du DGSN pour en discuter. Il ne savait pas que, en y allant, c'était un chemin de non-retour et que c'était un billet qu'il a payé. C'est ça qui dérange dans cette affaire? C'est un billet qu'il a payé pour l'enfer directement. Donc c'est ça qui dérange et on ne comprend pas en réalité, puisque nous croyons que tous ceux qui ont été arrêtés avant, pendant et après le 22 septembre, les chefs d'accusation étaient sur des marches pacifiques. Le gouvernement lui-même a fait un communiqué par René Sadi pour dire que maintenant nous sommes dans une phase d'apaisement et que le but des arrestations, ils ont avoué, le RDPC qui nous gouverne a avoué que le but de ces arrestations était pour empêcher la tenue des marches pacifiques et permettre à ce que les régionales passent. Mais maintenant que les régionales sont passées, pourquoi Olivier Biboun Issaq, le professeur Alain Fogué, Salomon Beya et tous les autres qui ont été arrêtés à cette occasion sont toujours incarcérés? Et on vient d'apprendre... Il y a eu l'enlevé, il y a aussi du siège du domicile du professeur. Voilà, il y a, sans oublier le siège voilà, sans oublier le siège du président élu qui a été libéré au lendemain des régionales. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Il faut que la police communique clairement. Il faut que la justice communique clairement. Sinon, ça va créer davantage de situations d'ambiguïté. Nous continuons à croire que dans ce pays, il y a encore des fonctionnaires qui font bien leur travail. Parce que je vais vous rappeler une histoire dans la Bible. Il y a un prophète dans la Bible qui est allé se plaindre auprès de Dieu. Le nom du prophète là, c'est le prophète... si je vais me rappeler tout à l'heure, il allait se plaindre auprès de Dieu, que Élie, prophète Élie, que voilà, tout le monde a adoré le Dieu Baal. Donc, il se plaignait de ce que les fils d'Israël ont trahi le Dieu d'Israël en adorant d'autres dieux, et qu'il était le seul qui est resté fidèle à Dieu.
Pendant qu'il priait, Dieu lui a envoyé la réponse en lui disant que, attention, attention, je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont point fléchi leur devant-balle. C'est-à-dire que je me suis réservé 7000 fidèles qui ne m'ont pas trahi. Il y a des fonctionnaires dans notre pays qui font bien leur travail. Ils sont dans la police, ils sont dans la justice, ils sont dans la santé, ils sont dans l'enseignement, ils sont dans tous les secteurs d'activité. Mais en réalité, nous constatons que ce qui pourrit le fonctionnement de notre pays, ce qui pourrit les relations entre fonctionnaires et la population, c'est ceux qui nous gouvernent, les donneurs d'ordre. Okay. Donc ceux qui ont ordonné l'arrestation de Bibou Nissak et du professeur Alain Fogué, il est temps qu'ils nous disent pourquoi ils les retiennent illégalement. Merci. On va d'abord partir du côté des Pays-Bas où nous attend Boris Berthold. Bonsoir Boris, bienvenue une fois de plus chez nous, chez vous au Cameroun. C'est Equinox Soir. Boris Berthold, bonsoir. Voilà, Boris Berthold sur cette thématique. Pourquoi au Cameroun on continue de parler d'arrestations arbitraires, des détentions illégales? Pourquoi ça continue, ça perdure selon vous? Relatif aux politiques politiciennes, nous devons partir sur des questions de principe. La constitution du Cameroun, les lois du Cameroun, les textes internationaux, notamment la charte de l'homme et des peuples et le pacte international des droits civiques et politiques, imposent à l'État du Cameroun de laisser ses citoyens exercer leurs droits fondamentaux qu'est le droit de manifester. Donc, c'est-à-dire que ce sont des questions de principe, au-delà de nos divergences politiques, au-delà des divergences d'opinion, de perception, de représentation de tel acteur ou d'un autre que nous pouvons avoir. Il y a ce consensus que nous devons avoir, parce que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite n'est que liberté. Donc, si nous voulons construire un état de droit dans lequel tous les hommes peuvent et sont supposés être égaux, nous devons également accepter le fait que nous puissions nous conformer aux lois que nous avons acceptées dans notre société. Et jusqu'ici, jusqu'à ce jour, la Constitution du Cameroun reconnaît le droit de manifestation. C'est très important déjà. Traverser cette étape, il y a une situation, et comme d'autres intervenants l'ont relevé, assez déplorable, que pour moins que rien, parce qu'au-delà les manifestations en fait du MRC et impulsées par le leadership Maurice Kamto permettent en réalité d'aller au-delà du MRC. C'est que depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous sommes dans un état où toutes les libertés publiques sont réprimées. Donc, le MRC, en fait, permet de dévoiler une dérive autocratique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut pousser peut-être le raisonnement plus loin. Parce que si les manifestations du 22 ont été réprimées, on peut très bien voir que l'an dernier, déjà, en 2019, on a eu près de 300 militants du MRC qui ont été interpellés. On a eu des jeunes qui avaient investi leur argent dans une opération d'escroquerie financière, notamment le MIDA, qui ont également été interpellés. On a eu plusieurs manifestations de la société civile et autres. Donc nous sommes dans une dérive autocratique qui est pilotée par des acteurs au sein de l'appareil de l'État, parce qu'il faut également nuancer, et c'est très important, il n'y a pas une homogénéité dans la gestion des questions de liberté au sein de l'appareil de l'État. Il y a plutôt un groupe de faucons qui a décidé de privatiser la gestion de l'État et d'instaurer un régime autocratique. Et le cas des arrestations
Bibou Nissak et d'Alain Foguet, à qui je transmets un bonsoir fraternel et je leur encourage à tenir très bon et assez illustratif, parce qu'il faut rappeler les faits. Les faits dénotent du fait que M. Alain Foguet est arrêté dans la nuit du 21 au 22. Il se rend simplement chez le professeur Maurice Kamto pour voir une situation qui est en train de se dégrader. Donc, à ce moment, on n'a pas un acte de violence, on n'a pas un acte de délinquance, on n'a pas un acte de violation de la loi. Donc, il se rend sur un terrain de crise parce qu'il y a une alerte qui est lancée sur des forces de police qui ont et le siège encore de Maurice Kamto pendant 3 mois est assez catastrophique. Des forces de police qui ont encerclé la résidence d'un individu sans mandat, sans papier, sans autorisation. C'est pas la liberté, c'est pas la démocratie. Il s'y est rendu, il a été arrêté, il a été torturé et lui-même il a raconté. Bibou Nissak est arrêté à son domicile. Il n'a pas manifesté, il n'a perpétré aucun acte en violation de la loi. On peut comprendre qu'un État puisse interpeller des individus qui, dans le cadre d'une manifestation, cassent, jettent des cailloux sur des policiers, volent dans des magasins et autres. On peut comprendre qu'ils soient interpellés, qu'ils soient jugés, ils soient peut-être condamnés. On peut comprendre cela. Mais pour le cas de Bibou Nissak, Alain Foguet et même l'ensemble de près de 200 manifestants du MRC arrêtés le 22 septembre, jusqu'ici, il n'y a aucun élément matériel. Je dis bien aucun élément matériel qui atteste du fait que ces citoyens camerounais aient violé la moindre loi. C'est assez déplorable. Et qu'on soit pro-RDPC, qu'on soit pro-MRC, qu'on soit de l'opposition ou pas de l'opposition, c'est des questions de principe. C'est des questions qui doivent interpeller notre vision de l'État, qui doivent interpeller la manière dont on se représente la démocratie. C'est de cela qu'il est question. Et les débats que nous avons justement sur ces interpellations, ces arrestations arbitraires, traduisent effectivement en réalité de cette inconsistance, de cette peur que nous avons. Que vous soyez journaliste, Serge Alain, le simple fait que vous posiez en 2021, c'est-à-dire 30 ans après le mouvement de libération, après 30 ans après ce vent démocratique qui a soufflé sur le Cameroun, le simple fait que vous, journalistes, vous soumettiez de nouveau ce débat à l'antenne montre qu'il y a un problème. Soit nous reculons, soit nous avançons. Terminer le tour de table. D'abord, Martin Zan, voilà, vous avez suivi, déjà, on n'a pas terminé, Maître va conclure. Arrestation arbitraire, est-ce que c'est des inventions? Moi, au Cameroun, ce sont des faits. Je trouve que ce sont des faits. Oui. Et on n'a pas arrêté M. Bibou Nissak par hasard. Il est allé de ses propres pieds, excusez-moi, voir le DGSN pour donner des informations. Et il oublie quelque chose, c'est qu'en allant donner... Lorsqu'il est allé dénoncer les partenaires étrangers qui, n'est-ce pas, ont voulu passer par le biais du MRC pour créer l'insurrection au Cameroun, cela a été dit ici. Alors, il oublie une chose. qu'il a reçu les félicitations de... Ça, c'est du DGSN. Effectivement, c'est ce qu'il peut dire. Mais il ne connaît pas ce qu'on appelle la police, ce qu'on appelle le service de renseignement. Il est plutôt allé donner des informations sur sa propre personne. Et sur ce qui se passait déjà dans le MRC. Alors, dès qu'il a fini de donner ces informations, ils étaient deux. Ils ont été mis sur écoute, M. Serge Alain et tout. Ils ont été mis sur écoute. C'est comme ça que ça fonctionne, le renseignement. On prend des hommes, on met derrière vous. Ils dorment là, chez vous. Hors de la concession, ils vous suivent partout. C'est leur travail. Ils sont des agents de renseignement généraux. Et on met tous vos téléphones sous écoute. Partout où vous allez, vous êtes sous écoute. Je me dis donc que ces gens ont recueilli des informations. Ils ont recueilli, n'est-ce pas, des renseignements. Le directeur des renseignements généraux, parce qu'il existe à la délégation à la Sûreté nationale un
poste qu'on appelle directeur des renseignements généraux. C'est ce directeur des renseignements généraux qui met donc en œuvre et en action tous les renseignements possibles sur des personnes concernées. Donc ça n'a rien à voir avec les marches du 22 alors? Puisque les marches font partie de leur démarche. Parce que lorsqu'ils partent du 22 septembre, la fête ne commence pas au 22 septembre. Ces gens sont filés. Pourquoi c'est le 22 septembre qu'on vient interpeller Olivier Bibou? C'était sûrement la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Peut-être qu'il a passé un coup de fil étant chez lui. Peut-être qu'il était commanditaire. Et alors on a donc appliqué la loi. La loi numéro 2016-07 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Les articles, je vois, il y a deux infractions qu'on a retenues dans son ordonnance. Il y a la révolution, article 114, et, n'est-ce pas, la rébellion, article 157. Voilà donc les deux infractions qu'on a retenues. On a dit tentative de révolution, tentative de rébellion. Les enquêtes se poursuivent donc pour déterminer. Dès lors que cela est déterminé et que les faits sont là, c'est pourquoi on a donné 6 mois de détention provisoire pour, n'est-ce pas, mener une enquête. Dès lors que l'enquête s'avère nulle, alors ils seront relaxés. Mais si l'affaire, les enquêtes sont concluantes et que l'on trouve, n'est-ce pas, des faits palpables que ces gens étaient impliqués dans la révolution ou dans la rébellion, alors on va devoir appliquer la loi dans sa dureté possible. Dans tous les cas, je crois qu'il y a aussi un volet social dans la justice. On verra s'ils ont des femmes et, n'est-ce pas, des enfants. On peut, n'est-ce pas, par rapport à cela, alléger la peine. Ok. Mengefa. C'est Jalin. J'ai dit un bonsoir particulier encore aux militants du RDPC. Vous voyez, le débat, il est républicain. Voilà. J'ai entendu le thème dit arrestation arbitraire et détention illégale. Qu'est-ce qu'une arrestation arbitraire? C'est une arrestation qui est faite par l'autorité en charge d'appréhender tous les fauteurs de troubles dans le cadre prescrit par la loi. Or, cette loi, c'est qualifié d'arrestation arbitraire. Qu'est-ce qu'une détention illégale? La détention illégale, c'est lorsque, après l'arrestation, on vous prive de votre liberté, soit au commissariat, soit au parquet, soit au tribunal, en vertu d'un titre illégal ou bien en l'absence d'un titre consacré. Cela dit, est-ce que ceux qui sont arrêtés dans le cadre des marches du 22 septembre, parce que les feuilles de chou que nous lisons, le dernier discours du président de la République qualifie de marche pacifique. Donc, dans le cadre de ces marches... Des soi-disant marches pacifiques. Mon cher Zan, laissez-moi finir. Je vous en prie, maître. Est-ce que dans le cadre de ces marches du 22 septembre, la justice camerounaise a pu dénoter les arrestations illégales, arbitraires ou des détentions illégales? À l'heure actuelle, l'histoire de la justice du Cameroun en ce qui concerne ces dossiers nous renvoie que toutes les décisions déjà connues à ce jour disent qu'il n'y a pas eu d'arrestation arbitraire, disent qu'il n'y a pas eu de détention illégale. C'est tout ce que je peux conclure en premier. Dès lors, il se pose un problème. Pourquoi M. Bibou Nissak et autres crient? Parce que M. Bibou Nissak lui dit: je suis arrêté pour avoir dit, et je redis, Paul Biya doit partir. M. Jean, qui connaît mieux le dossier, et nous dit non. Le vrai dossier, c'est parce que il est allé dire ce que seul la DGRE détient encore comme information. Alors, je ne sais pas si vous, journalistes, vous avez une autre version. Le dossier étant à l'instruction, je ne peux ni commenter la position de Bibou Nissak, encore moins commenter celle bien connue de notre distingué frère
et ami Zhang qui dit ce qu'il a dit. Mais un problème se pose. Le problème du droit qui se pose, est-ce que les décisions qui sont rendues à l'heure actuelle rendent service à la justice camerounaise, rendent service au peuple camerounais, ou bien est-ce que ces décisions rendent service uniquement à un parti politique ou bien au parti État qui est aux affaires? M. Bibou Nissar lui-même a conclu. C'est porté à la connaissance de tout le monde, donc nous pouvons le dire. Il dit que jusqu'à présent, lui n'a aucun problème à être où il se trouve. Donc ceux qui l'ont arrêté, les policiers n'ont pas fait le travail, le procureur n'a pas fait son travail, le premier juge n'a pas fait son travail. Alors il demande donc au juge d'appel de faire ce qu'ils doivent faire en vertu de la loi et de leur conscience. Et que sa seule peur, son seul frémissement, c'est de savoir que le politique peut utiliser la justice dans notre pays pour régler des comptes. À ce moment, il nous envoie à l'histoire de la politique. Comment conserver le pouvoir lorsque la légitimité nous échappe, lorsque la légalité n'est pas en faveur, lorsque l'armée hésite. Ceux qui ont écrit l'histoire du pouvoir disent que la combinaison de tout cela peut amener le détenteur précaire de se prévoir à faire un mélange de justice avec la force et de se maintenir au pouvoir. Et puis, je tire un coup de chapeau aux détenteurs du pouvoir au Cameroun qui donnent l'éducation politique au peuple camerounais en une fraction de jour, en une fraction de seconde, de ce que c'est que le pouvoir. Comment on l'exerce dans la légalité, comment on l'exerce dans la brutalité. À l'heure actuelle, chacun de nous, personne n'est dupe. Chacun sait, chacun voit, chacun sent comment le pouvoir s'exerce. Il froisse le pouvoir législatif, il froisse le pouvoir exécutif, il piétine le pouvoir judiciaire, tout cela dans l'intérêt d'un petit groupe semblable au groupe des communicants des partis politiques. Donc je crois que c'est l'intérêt de ce qui se passe. D'ailleurs, le ministre de la Communication n'a pas dit autre chose que ce que moi je suis en train de commenter avec mon petit vocabulaire. Il vous dit, moi spécialiste de la communication, bras séculaire du pouvoir exécutif, nous les avons arrêtés en fonction des intérêts de la politique que nous sommes en train de gérer, chong by chong, comme disent les anglophones, c'est-à-dire morceau par morceau. Nous allons apprécier de leur dangerosité de ceci. Or, ce message nous amène à comprendre que politiquement, M. Bibou Nissar est dangereux. Si on le laisse, il va froisser l'adversaire. Donc il n'est pas en justice pour avoir soit géré, donné l'information, il n'est pas en justice pour avoir organisé la rébellion, il n'est pas... Non. C'est parce que politiquement parlant, il est dangereux. C'est le mot. Il est dangereux. Sa dangerosité doit être surveillée sur le plan politique parce que s'il est libre... Et quid des autres qui ont été arrêtés? Ce n'est pas moi qui le dis, le ministre de la Communication a répondu. Ceux qui restent là, c'est leur dangerosité qui les maintient. Sinon, l'homme qu'on devrait arrêter en premier, maintenir en premier, c'est leur patron qu'ils appellent leur gourou. Alors, si on laisse le père partir, c'est parce qu'on sent que l'âge lui échappe, il n'a plus assez d'énergie, peut-être. Maintenant, on saisit ses enfants, surtout ceux qu'on sent bien castrés, fort pour faire l'affaire. Voilà. Ok, Maître Chemou, justement, des arrestations, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, avant la manifestation, des gens qu'on a interpellés dans leur domicile et des gens qu'on interpelle après. Serge, certains se retrouvent encore dans les prisons. Oui, Serge, ça c'est un fait et je tiens vraiment à rasséréner les débats. Oui.
Et je veux rappeler à tout un chacun, puisque j'ai la faiblesse de penser que je suis un juriste et j'ai le devoir ici, je ne veux pas avoir la priorité sur mon confrère aîné qui est là et mentor bien évidemment, de rappeler certains prolégomènes. Nous parlons d'une procédure en cours, non définitivement jugée. Et je veux rappeler à tout le monde ici sur le plateau et à nos téléspectateurs que l'article 169 du Code pénal est clair. Celui qui relate publiquement une procédure non définitivement jugée dans des conditions à influencer l'opinion d'autrui, bien évidemment l'opinion publique, et entre autres les partis, c'est une infraction. Et nous sommes devant la télé, c'est une infraction qui peut aller de 3 mois à 2 ans, d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Donc je tiens déjà à rappeler que avant de relater la procédure proprement dite, faisons très attention. C'est mon devoir, je l'ai fait. Mais aussi, je veux rebondir, puisqu'on parle des détentions des personnes détenues et arrêtées. Je vous ai donné le cadre, les conditions et les règles, et je vous ai renvoyé aux articles. Maintenant, les professionnels de droit qui sont conçus dans le dossier sont armés pour voir quelles sont les dispositions légales qui ont été violées. Je ne suis pas dans le dossier. Je ne veux pas faire ce qu'on appelle la prestidigitation, ou du moins au quartier, comme on dit, lancer les coris. Je ne connais pas le dossier et les professionnels qui sont au dossier savent quoi faire. Est-ce que l'arrestation est arbitraire? Est-ce que l'arrestation n'a pas respecté les dispositions de l'article 30 à l'article 38 du Code de procédure pénale? That is the question. Le confrère Ngefak vous a parlé tout à l'heure de la détention illégale. La détention illégale, c'est les articles 218. Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision? Est-ce qu'il n'y a pas eu un titre? Est-ce qu'il n'y a pas eu un motif? Est-ce qu'il n'y a pas eu une durée? Est-ce que la décision n'a pas été notifiée? Toutes sont les questions qui posent, toutes ces questions qui devaient être posées pour établir le caractère arbitraire de l'arrestation ou, le cas échéant, le caractère illégal de la détention. Mon voisin le plus proche, qui est digne représentant du MSC sur le plateau, vous a évoqué un point. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas? Je peux répondre à cette question puisque je dis, c'est un exercice pas aisé. Et je le disais à l'entame, il faut maîtriser les actes et l'expression de la loi. C'est vrai, je vois ici, il a envie d'évoquer ailleurs comment ça se passe. Le procureur, on voit parfois le procureur aujourd'hui, procureur général de la Cour de cassation en France, qui était à l'époque procureur de Paris, qui communiquait constamment lorsqu'il y avait certaines arrestations ou interpellations d'une certaine envergure. C'est un art, c'est une pratique et c'est une habitude. Et ça s'apprend. Ici, chez nous, vous savez, il y a le secret, il y a le silence, il y a une certaine omerta qu'on impose aux fonctionnaires. Donc, ce n'est pas un exercice aisé. Maintenant, le confrère Ngefak parlait de la communication du ministre. Je vais permettre le pléonasme de la communication. Est-ce qu'il est dans son droit de communiquer une procédure qui est en cours? On se pose sur la question de l'article 169. Maintenant, de l'autre côté, il y a le panéliste et grand frère Zan qui parlait des écoutes, des surveillances, des renseignements. Attention, c'est le dossier. N'allons pas vite en besogne. Attention, nous sommes en infraction. Maintenant, pour finir sur la question qui me posait par vous, M. Serge Alain Autou, je dirais simplement, si l'infraction est un délit, ou les infractions sont des délits, l'article 218 a prévu qu'on peut permettre à l'inculpé d'être libre. Si c'est un crime, dans ce cas, on sera détenu. Mais maintenant, comme le confrère Ngefak le disait encore, la procédure est en cours. Si les règles sont respectées, que la détention est légitime, le cours de la procédure va nous dire, à l'issue de l'ordonnance, de renvoi ou non. Si les faits sont établis. Si les faits ne sont pas établis et qu'il y a une ordonnance de non-lieu total, alors la loi, puisque nous avons la loi chez Vieux-Corps, permet aux détenus de solliciter une indemnisation. Je ne connais pas le dossier, mais M. Zan a parlé d'une détention qui serait de 6 mois. Si c'est indiqué, alors... C'est indiqué. Alors, les membres de la commission d'indemnisation qui sont à la Cour suprême, bien évidemment avec un représentant du barreau, qui ici est le secrétaire de l'ordre, le confrère Memon que je salue ici, vont statuer, vont tabler sur la question pour voir si la détention est illégale et, le cas échéant, il y aura bien évidemment une indemnisation sur cette question. C'est tout ce que je pourrais. Bien. quelque chose. Oui.
Serge Alain, dans le cadre de la maîtrise de notre œuvre didactique, il faudrait que les téléspectateurs se souviennent qu'il y a une différence entre le commentaire et le commentaire tendancieux. Voilà. Commenter une procédure, ce n'est pas interdit. C'est commenter de façon tendancieuse qui est réprimé. Le vocabulaire, l'adjectif qualificatif qui est à la suite du commentaire, il n'est pas anodin. C'est pourquoi on dit les audiences sont publiques. Et vous les journalistes, vous avez très souvent, à l'époque où j'étais conseil de certains journaux de la place, il y avait des rubriques spéciales compte rendu d'audience. Et vos collègues nous rendaient de bons comptes rendus. C'était des commentaires fidèles à ce qui s'est passé. Ça devient dangereux, interdit, quand on y mêle son sentiment alors que ce n'est pas justifié. Lorsque ça tend à déformer, à influencer le comportement de celui qui doit trancher. Alors, c'est cette tendance-là qui est réprimée. Il faut que nous restions... Mais confrère, n'oublions pas que l'adjectif tendancieux est laissé à l'appréciation souveraine du juge. Voilà, merci. Merci Pierre-Emmanuel Bihan. En réalité, à écouter mon voisin qui nous a tous distribué comme le pain des infractions sur ce plateau, on n'aura même pas la force de continuer à débattre. Mais de toutes les façons, on est là parce que nous sommes dans un champ politique et que cette affaire est rendue publique. Il s'agit ici de Bibou Nissak, qui est le porte-parole du président élu Maurice Kamto et qui est un acteur politique, donc un homme public, et qui lui-même a fait rendre publique sa déclaration. Voilà. Si aujourd'hui nous sommes en train de commenter, c'est parce que lui-même a fait rendre public, et c'est une déclaration qui est logée sur plusieurs journaux de la place. Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de nous restons dans les faits de sa déclaration. Et ça ne nous empêchera pas de dire que, en réalité, le constat qui est fait de façon globale, c'est que depuis pratiquement 2 ans, le MRC est l'objet d'arrestations à tête chercheuse, qui sont pour la plupart commandités par le pouvoir en place. Donc voilà de façon globale le constat que nous pouvons faire, puisqu'en 2019 déjà, il y a eu des arrestations, y compris le président élu lui-même qui a séjourné 9 mois en prison, et au sortir de là, il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Quand vous parlez d'indemnisation, vous avez déjà vu de mémoire d'homme que dans ce pays, sous le régime de Paul Biya, on a déjà indemnisé un ancien prisonnier arrêté sur le plan politique et mêlé dans une affaire politique. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, il ne faut pas qu'on continue à endormir nos compatriotes qui nous suivent et qui ont le devoir de connaître la vérité qui doit être restituée. L'artisan, oui. Vous semblez être un peu plus avancé dans le dossier, là. Je ne suis pas plus avancé, sauf que j'ai fait une analyse froide. Oui. Je me suis inspiré des écrits de Bibou Nissak, je me suis inspiré de son mandat de détention provisoire que j'avais vu dans les réseaux sociaux, et je me suis inspiré aussi de ce que j'ai lu auprès de ses proches. Parce que c'est un Banen. Il faudrait que les gens savent que c'est un Banen. Il est originaire de la région du centre. Et il n'a aucun poids politique, contrairement à ce que Maître Ngefak veut dire. Il n'est pas porteur. Le Banen n'a pas de poids politique. Je dis Bibou Nissak lui-même n'a aucun poids politique. Comment ça? Il n'est pas porteur. Il est dangereux. Pour être dangereux, il faut d'abord être porteur. Vous avez fait un on ne porte pas. Il ne peut pas porter la population. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé à Ndikin Meki avec son MRC? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, zéro, que dalle. Dites-nous. Que dalle. C'est ça que je suis en train de vous dire, il n'y a rien. Aucun conseiller, aucun rien. Il n'a aucun... Les nouvelles sont pas là aux élections. Il ne pouvait même pas participer puisqu'il ne pouvait même pas trouver candidat là-bas. Je vous dis que M. Bibou Nissak n'est pas porteur. Donc il ne peut pas être dangereux au point où Maître Ngefak va croire qu'il peut influencer Paul Biya. Et tout dit. Mais ça c'est le rêve. Bibou Nissak se place ici et le chef d'État de l'autre côté. Il n'y a pas match. Ça ne commence même pas. On ne peut même pas faire ce genre de match. Monsieur en plus, M. Ngefak,
Je vous écoute. Quand j'ai écouté pour la première fois M. Bibou Nissa face au professeur Aboya Manassé, j'ai eu envie de faire la politique. Ah, moi je l'ai fait depuis 13 ans. À 25 ans, j'étais déjà président de l'association OGDPC. Qui est votre modèle? Le chef de l'État. À 25 ans, j'étais déjà président de l'association OGDPC. Plus jeune que Bibou Nissa. J'étais candidat pour vous portiez déjà. Et moi, je portais déjà tout un village. C'est bien, c'est bien. Voilà, je portais tout un arrondissement. Derrière moi, qui avait son candidat? Président de l'OGDPC. Moi, je l'étais à 25 ans. Vous vous souvenez de ce débat, mon frère? Voilà. Voilà. Et je passais déjà en entretien dans les plateaux télévision. Mais je vous dis, je vous ai donné les origines. Je ne vous ai pas dit que. Merci, en réalité, c'est merci. On va continuer après le journal parce qu'elle est là. Si bébé Julien Berthe Bissaï, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alantou, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous parlerons de l'attaque meurtrière du convoi du préfet de la Momo qui revenait de l'installation de 2 sous-préfets dans son unité de commandement. Le bilan fait état de 5 morts, dont 4 militaires et 1 civil, notamment la déléguée départementale de la communication pour la Momo. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse à suivre dans le 20h. Nous évoquerons également cette mise sous mandat de dépôt d'une vingtaine de personnes à Dioum. C'est par le procureur de la République. Le ministère public les accuse d'obstruction de la voie publique et de défiance de l'autorité administrative. Pourtant, ces individus réclamaient le paiement de leurs indemnisations dans le cadre du projet de construction du tronçon routier d'Akoula-Dioum. Serge Alantou, vous le savez, nous sommes à 10 jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, mais la ville de Douala est insalubre. Des tas d'immondices et ordures ménagères jonchent les différentes rues de la capitale économique. Une situation qui agace les Doualais. Vous les écouterez dans le 20h, Saint-Germain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel qui en soit. C'est l'essentiel du journal, hein, le journal de Julien Berthe Bissaï. Elle va vous développer tous ces titres avec toute l'équipe rédactionnelle Equinox Télévision pour le 20h le plus attendu de la planète, même avec Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Tout de suite, la pub. Qui n'en soit toujours en compagnie de Martin Zan du Rassemblement militant du RDPC sur ce plateau, Pierre-Emmanuel Bignam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, deux avocats, Maître Russell Chemou et Maître Augustin Geffard. Nous prenons tout de suite la direction de La Haye aux Pays-Bas où nous attend Boris Berthold. Boris Berthold, une fois de plus, vous avez appris ce qui est arrivé à nos forces de défense et de sécurité. 4 sont tombés suite à l'attentat qui a eu lieu non loin de la ville de Bangui dans le nord-ouest du Cameroun. Tout à fait, Serge. Je commence d'abord par adresser mes condoléances aux 4 militaires décédés, notamment à leur famille, ainsi qu'à la chef de la communication, du préfet, qui est également décédé. J'adresse également de manière générale les condoléances à toutes ces familles de militaires qui meurent au front, mais également des populations anglophones qui sont engagées dans cette lutte depuis 4 ans aujourd'hui. Après avoir dit cela, les événements d'aujourd'hui, aussi tragiques qu'ils peuvent être, doivent nous interpeller et nous montrer très bien que contrairement à la propagande gouvernementale, contrairement au discours qui tend à rassurer les masses camerounaises, la guerre n'est pas finie. Elle est loin d'être finie, elle ne sera pas finie. Elle ne sera pas finie simplement parce qu'on a un pouvoir à Yaoundé qui n'écoute pas, mais le pouvoir à Yaoundé n'écoute pas simplement parce que si vous essayez de faire une analyse sur le long terme de la gestion des crises et des conflits politiques depuis 4 ans, vous allez vous rendre compte que ceux qui pilotent à la fois l'appareil sécuritaire et la prise de décision en matière de gestion de crise, ce sont les mêmes. Donc,
On a un problème structurel. On parlait des arrestations et de la dérive autocratique avec cette répression barbare et sauvage des manifestants du MRC, mais il faut intégrer en réalité cette répression dans un contexte global de mauvaise gestion des crises politiques. Et c'est dans ce cadre qu'il faut ranger la crise anglophone, parce que aujourd'hui, on a une situation de guerre civile quasiment, on a une région qui est presque ingouvernable, on a des centaines de milliards de francs CFA de pertes pour l'économie nationale, on a près de 6 millions de déplacés, on a près de 3000 morts déjà, et aujourd'hui on continue à aller vers l'option sécuritaire, ce que j'appelle le tout sécuritaire. Le tout sécuritaire qui aura naturellement des effets néfastes et dévastateurs, à la fois pour l'équilibre national, pour l'unité nationale, pour le vivre ensemble, mais plus grave encore, pour la stabilité, parce qu'il est possible que les mécanismes de gestion de la crise anglophone qui ont été importés depuis 2018 dans la zone francophone peuvent déboucher à terme sur la déflagration de l'État du Cameroun. Donc il faut craindre cela. Pour revenir à la crise anglophone, le dialogue, ce n'est pas des mots. On ne dit pas que nous dialoguons. On ne dit pas, comme M. Biya l'a dit dans son dernier discours, être ouvert au dialogue. Le dialogue, ce sont des preuves d'ouverture. Or, qu'est-ce que nous avons sur la main? Nous avons sur la main un État qui ne dialogue pas. Et on sait tous aujourd'hui que non seulement la médiation suisse a été arrêtée, mais on sait également que les pourparlers qui ont été engagés dès le mois de février-mars, officiellement en réalité, parce qu'on a pris les négociations officielles avec Ayoub Tabé et compagnie en détention, c'était en mars, mais c'est vrai qu'il y avait déjà des négociations souterraines quelques mois avant, mais ces négociations sont déjà aux arrêts, ce sont les faits en réalité, ce sont les faits. Les faits veulent que l'État du Cameroun aujourd'hui, ou du moins ceux qui gèrent, sont censés trouver une solution à la crise anglophone, n'optent pas pour le dialogue. On est dans un contexte de pourrissement de la situation qui est entretenu parce qu'il ne faut pas croire, et c'est l'erreur que les analystes, les observateurs, les journalistes peuvent faire de la situation de la crise anglophone. Il ne faut jamais penser que le chaos que nous avons en zone anglophone n'est pas un chaos qui profite à des acteurs. Oh que non. Le chaos actuel est un chaos qui est entretenu, qui est voulu, qui est instrumentalisé, qui est manipulé. La vraie question aujourd'hui est celle de savoir qui ont intérêt à ce que la crise anglophone perdure. Ce qu'on sait, quelles sont les données que nous avons actuellement sur la crise anglophone, c'est qu'il y a au sein de l'armée une branche qui est clairement favorable à des négociations, qui en a marre. Et on sait également qu'au sein de l'armée, il y a eu tout un ensemble de décisions qui ont été prises et qui ont créé des clivages. Ce qu'on sait au sein du gouvernement, c'est qu'il y a deux factions. Une faction qui est favorable à une négociation camerouno-camerounaise et une autre faction qui est favorable à la médiation suisse. Mais le problème, c'est que ceux qui sont favorables à la médiation suisse ont tout fait pour torpiller la médiation camerouno-camerounaise. Ce qu'on sait également, c'est que dans le camp de l'opposition, on a des acteurs tels que Maurice Kamto qui a déjà appelé que ce soit à une médiation camerouno-camerounaise ou ce soit une médiation internationale. Là n'est pas le problème. Donc, on a un contexte où on veut la médiation, des gens soutiennent la médiation, mais au sein de l'appareil politique, au sein des forces de sécurité, il y a des sécurocrates qui refusent clairement l'ouverture d'un dialogue avec les anglophones. Or là, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on crée un contexte politique, on crée un contexte économique qui aura des conséquences, qui a même déjà des conséquences. Parce que aujourd'hui, les Camerounais subissent la crise économique. M. Biya
a tenté, dans son récent discours, si vous faites une cartographie du discours, la moitié du discours, c'est le Covid. Mais la récession économique que nous avons, ce n'est pas seulement le Covid. La récession économique que nous avons, c'est la convergence de plusieurs facteurs, dont la crise anglophone que nous avons aujourd'hui. Donc les gens subissent, au-delà du désastre humanitaire que nous avons, au-delà des pertes en vies humaines comme celles que nous observons aujourd'hui, on a aujourd'hui les conséquences d'une crise anglophone qui nous affecte, qui affecte l'étendue du pays, y compris même dans la mobilisation des ressources militaires pour faire face à la fois à Boko Haram dans l'extrême nord, mais également aux rebelles centrafricains. Or, qu'est-ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années? C'est de s'asseoir à une table de négociation. Quand vous discutez avec des spécialistes en relations internationales, des diplomates, ils vous disent clairement que la crise anglophone, je cite, c'est une petite crise. C'est une petite crise. Parce que c'est une crise simplement qui est liée au fait que des gens estiment qu'ils sont marginalisés. Des gens, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas avoir le ressenti. C'est un peu comme un enfant qu'on tape à la maison. Vous pouvez dire que cet enfant n'est pas tabassé, mais lui, il vous dit, moi je souffre parce que c'est lui qui ressent. Il ressent ce qu'il subit dans sa chair. Donc si des gens vous disent, nous ne sommes plus d'accord avec la manière dont la République est gérée, nous ne partageons plus la répartition des ressources, nous sentons très bien qu'il y a des inégalités, l'élément basique à faire, c'est d'appeler ces acteurs, de s'asseoir avec eux et de discuter avec eux. Mais la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation de pourrissement. Mais cette situation profite politiquement à des gens au sein de l'appareil de l'État qui sont dans une dynamique de conquête du pouvoir, mais également à des acteurs au sein de l'armée qui voient dans la crise anglophone un moyen de s'enrichir. Donc, cette conjonction d'intérêts rend aujourd'hui difficile toute sortie de crise. À cela s'ajoute le fait que M. Biya, il faut le relever, M. Biya est clairement absent. Il n'a rien fait jusqu'ici de manière sérieuse pour afficher clairement sa volonté d'y mettre un terme. Il a convoqué un dialogue national qui avait été boycotté par une partie de la classe politique et également les principaux acteurs de la crise, notamment les mouvements sécessionnistes et d'autres tendances sur le terrain dont le grand dialogue était un échec. Il devait déjà en tirer les conséquences. Aujourd'hui, plus d'un an plus tard, il n'y a pas de solution à la crise. Or, cette crise peut, à terme, contribuer à une déflagration générale. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une transposition à la fois des techniques de répression, merci à la Boris, fois merci des d'avoir été avec nous dans ce discipline. programme. On va faire le tour rapidement. Vous avez deux sujets. Il y a ce qui s'est produit, il y a nos forces de défense et de sécurité qui sont en deuil, une fois de plus, 4 mois à la suite de l'attentat de Bangui, ou soit vous intervenez sur ce sujet-là, soit vous intervenez sur les 19 personnes placées sous mandat de dépôt à Djou. Qui veut prendre la parole? Oui, moi je parlerai, n'est-ce pas, des attaques sécessionnistes de ce jour. Oui, à Bangui. Le chef de l'État, oui, à Bangui, M. Serge Alonto, le chef de l'État a une fois de plus appelé les sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest à déposer les armes. C'était le 31 décembre 2020. Il a réitéré, il a demandé à cela non seulement de déposer, mais aussi de rejoindre les centres DDR pour leur socialisation. Il va falloir que les populations du Nozo, comme on les appelle communément, cessent de commettre des exactions. Ce n'est pas dans ce genre d'élan qu'on va gagner quelque chose. D'abord, ils ne gagneront pas face à l'armée camerounaise qui est une armée parée et qui est une armée républicaine. Cette armée fera son travail. Et le chef de l'État l'a bien souligné. Il l'avait souligné, il a dit que ceux qui ne déposeront pas les armes seront traqués partout où besoin sera. Donc, s'ils ne déposent pas les armes, on va appliquer la loi dans toute sa rigueur. Merci. Voilà.
Pierre-Emmanuel Liam, c'est quoi? C'est l'attentat de Bengui ou bien les populations, les 19 de Djoum? Je préfère parler de l'attentat de Bengui parce que nous avons là des vies humaines qui, une fois de plus, sont perdues. Oui. Et je m'incline devant, de défense je m'incline devant la mémoire de ces braves soldats camerounais, ces compatriotes qui sont tombés à cause de cet attentat. Et ça fait d'autant plus mal que nous sommes à la veille du discours de Paul Biya. Au lendemain. Au lendemain, je vais dire. Au lendemain du discours de Paul Biya, qui a contribué aussi, il faut le relever, à radicaliser davantage les positions. Parce que ce qu'il faut relever ici, c'est que le premier, quelques heures après avoir prononcé ce fameux discours, certains séparatistes ont fait véhiculer dans des réseaux sociaux des menaces contre les stades de la CAN. Et c'était là notre crainte. Parce que le discours de Paul Biya n'était pas un discours d'apaisement. N'était pas un discours de quelqu'un qui se soucie du bien-être de ses populations. Dans son discours, il a priorisé la solution militaire. Il faut le préciser. Paul Biya a priorisé la solution militaire dans son discours. Alors que tous les acteurs politiques sur le plan national et international, les organisations de la société civile, les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun sont d'accord que l'unique solution pour cette crise-là, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Quelle que soit la forme, qu'il soit un dialogue entre Camerounais ou un dialogue qui va aussi s'ouvrir avec des acteurs internationaux. C'est le dialogue. Alors, Paul Biya et son régime ne ménagent aucun effort pour mettre un terme à cette crise. Ça nous amène à croire qu'à un moment donné, cette crise est un gage dont ils se servent pour se maintenir au pouvoir. Sous le prétexte que Paul Biya est celui qui garantit la paix, donc est à la recherche de la paix. Alors, les Camerounais sont fatigués de cette façon de faire. Les anglophones ont voulu faire la All Conference anglophone, qui leur donnait la possibilité, entre eux, de s'entendre et de s'ouvrir maintenant au gouvernement camerounais pour porter leurs réels problèmes qui les ont amenés à se rebeller ou bien qui les ont amenés à faire des manifestations. On a empêché cette All Conference, anglophone conference. La Suisse a proposé la médiation dont le Congrès américain est revenu la dernière fois mentionné sur la résolution 684 qui a été adoptée le 1er janvier. Ils ont refusé cette médiation. Alors, on ne sait plus à quel sens se vouer. Ils ont institué le grand dialogue national budgétivore qui a fait voler en éclats des milliards de notre contribuable et ça n'a produit aucun fruit. Ça a été un flop et tout le monde le sait. Donc, on est fatigué de cette escalade de la violence. Vous voyez, je fais un parallèle rapidement ce qui s'est passé à Djoum. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train d'adopter des comportements de violence. Pour si peu, vous voyez qu'on se met, les forces de maintien se mettent à tirer sur les populations. Les Camerounais sont déjà traumatisés par les théâtres des opérations qui sévissent dans les différentes crises sécuritaires dont notre pays fait face depuis 2014 avec la guerre du Boko Haram. Alors, il est temps que les Camerounais s'associent pour dire non à cette crise. Okay. Et le MRC ne cesse de crier cela depuis. Et j'ai l'habitude de rappeler que le mouvement pour la Renaissance en Cameroun a sacrifié toute une élection législative et municipale afin que sa voix soit portée haute vers la résolution de cette crise-là. Mais c'est dommage que nous en sommes encore là aujourd'hui. Okay. Merci. Maître Gueffard. Oui, c'est Jalin. Il y a des situations, il y a le nord-ouest et il y a le sud. Je vais évacuer le nord-ouest parce que je ne sais pas s'il y a un homme normal dans cette république qui accusera cette chaîne de télévision de n'avoir pas tout fait
n'avons pas tout donné pour que la guerre qui se vit dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, cesse. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je crois que vous avez fait ce que vous pouviez. Le sujet qui m'intéresse, c'est ce désordre urbain organisé à la suite du refus par l'État de s'appliquer sa loi. La loi qui dit que pour exproprier, il faut au préalable indemniser. Le problème, ce qui se passe là-bas, en réalité, le procureur, il se bat comme il peut pour maintenir de l'ordre. Il n'avait pas d'autres alternatives, telles que je vois. Au départ, je n'ai pas su qu'il y avait autant d'échauffourées, que les armes avaient crépité contre les gens qui manifestaient en paix. Assis. Mais dès lors que l'arme sort, ne serait-ce que pour influencer le faible, lui montrer davantage qu'il est faible. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce qui se passe là-bas est à quelques centimètres de cette chaîne de télévision. Voyez-vous, le maire de la ville, il est en train de montrer ses signes. Le tronçon qui va de l'école publique à Bonamoussadi, vous voyez que le maire de la ville a fait décaper un grand carrefour, il est en train de mettre les pavés. Au bout de ces pavés-là, il y a, on appelle ça le boulevard qui a été créé. Tous ceux qui ont été détruits entre Bépanda et l'entrée de Bonamoussadi, personne n'a reçu de radis. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous levez un matin, vous constatez que ceux-là ont fait un blocus pour bloquer la sortie de Bonamoussadi. Quelle sera l'arme à utiliser? Donc, je crois que le procureur, il connaît la situation du pays. Si je parle de Bépanda à côté, je parlerai de sortie est, sortie sud, ainsi de suite à Douala. Donc, le procureur, avec cet acte, il stoppe ceux qui peuvent essayer. Mais appelons plutôt l'État à remuer un peu ces dossiers-là et dire, nous aussi, prévoyons, anticipons, sortons les plus vieux dossiers, essayons un peu d'indemniser. C'est normal. C'est l'État qui provoque. L'État sait que pour déguerpir, quelqu'un a passé 60 ans ou bien 55 ans à cotiser pour se construire une baraque. À 55 ans, il va à la retraite. Il espère mourir dans cette baraque. On dit pour cause d'utilité publique, ta baraque doit sauter. Il n'a rien fait au village. Il n'a plus de travail. Il n'a plus de force. Alors que la loi dit, si on doit te détruire, au préalable, on doit te recaser. Si on ne veut pas te recaser, on te donne l'indemnité compensatrice. Alors, il n'est ni avec ses économies, il n'est ni avec sa force, il n'est ni avec l'indemnité. Bon, qu'est-ce qui lui reste? Est-ce que vous pouvez contrôler sa colère? Je crois que ça nous renvoie un peu à la lecture de nos cours de philosophie en classe de terminale sur les justificatifs de la violence. Mais je ne suis pas adepte de la violence pour la violence. Que dit la loi de 82? La loi de 82, oui, je vais reprendre Maître Ngefak. La loi de 82, si vous construisez sur une zone verte ou sur un terrain appartenant à l'État, lorsqu'on vient vous déguerpir, vous devez payer les frais. Monsieur Maître Ngefak, vous devez relever cela aussi. Merci. C'est le cas à Djou? C'est le cas à Djou? C'est pas le cas de Djou. Ah, okay. C'est peut-être le cas. Il a parlé de Bépanda, peut-être c'est le cas s'ils ne sont pas indemnisés. Donc voilà, donc il va falloir qu'on comprenne aussi. Monsieur Jean. Oui, Maître Ngefak. À Djoum, moi je suis un adepte du vocabulaire. Ce qui a été dit, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. La loi est claire. Vous avez fait donc la parallèle avec Bépanda. C'est la même chose. Et on vous fait, je vous fais donc remarquer que la même chose. Il y a la loi de 82 qui dit, dès lors que vous construisez sur une zone verte ou le terrain appartenant à l'État, lorsqu'on vient vous déguerpir, c'est vous qui payez les frais. Parce que l'État met en œuvre son caterpillar, le carburant, le chauffeur, l'expertise.
pour venir vous détruire. Et vous devez payer. Moi, je ne vais pas Donc, vous faire... devez aussi je ne vais pas vous faire un coup de droit ou bien vous donner assez de jurisprudence là-dessus. Vous ne pouvez même pas. Parce que vous devez comprendre, si l'État a laissé faire, alors il est responsable de ce qui s'est passé. L'État n'est pas responsable. Ok. Maître Russell Chaumont, le Nord-Ouest et le Sud, avec les 19 placés en mandat de dépôt. Puisque j'ai le privilège d'être le dernier, permettez-moi de dire à M. Zang que l'article 216 du Code pénal réprime la destruction des biens d'autrui, même si le terrain t'appartient. Alors, même si le terrain vous appartient, M. Zang. Alors, l'attaque du convoi, déjà, on va s'écouter. Je vais m'incliner sur la mémoire des personnes décédées, notamment les forces de l'ordre et la civile, la fonctionnaire qui est... La force de défense et de sécurité. Force de défense et sécurité et la civile qui est décédée. Nous souhaitons les condoléances à toutes les familles éplorées. Et nous espérons que cette guerre civile va s'achever un jour. On avait cru que le dialogue national, comme mon voisin a dit, budgétivore, avec beaucoup de tambours et de trompettes, allait mettre fin à cela. Aujourd'hui, c'est une histoire oubliée déjà. Et je pense que je vais aussi rebondir sur la mise en détention provisoire des Adjoum, bien évidemment, puisqu'on parle des opérations d'utilité publique. Sur l'utilisation de la force, est-ce que c'était... Écoutez, il y a quelques mois ici, nous les avocats, nous avons subi cela à Bonanjo. Écoutez, ça commence à devenir jurisprudent. Je pense qu'aujourd'hui, même pour vider un bar, on va lancer la bombe lacrymogène, on va bientôt y arriver. Puisqu'il y a la question de la proportionnalité qu'il faut toujours poser. Est-ce que quand vous voyez les images, les forces de l'ordre sont les forces de l'ordre? Ça veut dire les forces de l'ordre ont la force. Quand vous voyez le nombre de personnes qui est là, si on fait venir au moins 100 policiers, est-ce qu'on a besoin d'utiliser les gaz lacrymogènes? C'est la présence de ces forces. Est-ce qu'elles étaient dangereuses? Et vous voyez la zone, parce que quand je vois la vidéo, nous sommes dans une zone pas habitée. Je vois c'était comme une petite bourgade, une petite bourse. Il n'y avait pas de biens matériels dangereux. C'est une zone où on est en train de travailler tout simplement. On n'a pas besoin, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser de tels procédés. Mais aussi, il faut dire que lorsqu'il y a expropriation pour cause d'utilité publique, la loi parle, Monsieur Zan, la loi parle d'indemnité préalable à l'expropriation. Alors, je pense que cela sera fait et que tout le monde, justice sera faite. Ce sera fait. Le chef de l'État, c'est un légaliste. Ce sera fait. Et c'est pas le chef de l'État qui est. C'est un légaliste et ce sera fait. C'est pas le chef de l'État. S'il y a eu des dérives, s'il y a eu des dérives, sachez que cela sera corrigé. C'est pas le chef de l'État qui ça, lance les bombes lacrymogènes. Le chef de l'État, c'est un légaliste. Vous devez le comprendre. C'est pas le chef de l'État qui lance les bombes lacrymogènes. Et je vais terminer. Bientôt, c'est le Chan. Dans le journal, on nous a parlé de l'insalubrité. Moi, j'ai peur de l'insécurité. Il y a des agressions dans la ville de Douala. On ne peut même pas fuir au volant de son véhicule parce que les routes ne sont pas... Si vous, les avocats, vous allez délinquer dans les tribunaux à Bonanjo, comment vous voulez que les autres soient ordonnés? Mais c'est vous. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que vous ne devrez pas délinquer en tant qu'avocat. Alors, quelle est l'image que vous renvoyez sur la société? Vous croyez que les autres se comporteront comment? Alors, il va falloir que nous tous, nous recalibrons. Hein. Nous devons nous recalibrer. Monsieur sang-froid, la ville est insalubre, on accueille le Chan, on espère que... Ce sera fait, Isaac Kamara son travail. Il y aura l'eau, Isaac Kamara son les hôtels seront... Merci, et que vous n'irez plus délinquer à Bonanjo. Merci. Même le chef d'État aura besoin d'un avocat local si la situation s'impose. Serge Alain, je crois que pour mon dernier mot, je sais, un Zang accouche un autre. Mais je vais préciser. C'est normal, auquel cas ce ne serait pas mon enfant. Je vais préciser que je viens de noter à mon corps défendant que dans cette république, tout le monde n'a qu'un seul rêve, être avocat. Nous sommes indispensables. Voilà. Comment ça? Voilà, on va lire cette communication du gouvernement, la suite de ce qui s'est passé. À Bengui, le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion qu'un grave attentat a été perpétré par des terroristes sécessionnistes dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021 aux environs d'1h du matin, non loin de la ville de Bengui, chef-lieu du département de la Momo, région du Nord-Ouest. En effet, de retour des cérémonies d'installation des nouveaux sous-préfets des arrondissements
de Ndjikwa et Andek. Et se rendant à Bangui, le cortège du préfet du département de la Momo est tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes au moyen d'engins explosifs improvisés constitués de grosses bonbonnes à gaz de forte puissance et de grande capacité destructrice lâchement dissimulée. Le bilan de cet attentat fait état de 5 morts, soit 4 éléments des forces nationales de défense et de sécurité, et un civil, à savoir Madame Liwusi Rebecca Djewe, déléguée départementale communication dans la Momo, 3 blessés, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le gouvernement tient à préciser que le préfet du département de la Momo est sorti indemne de cet attentat et qu'en outre, tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de district de Bangui et ont été immédiatement pris en charge. Par ailleurs, une enquête a été prescrite par le haut commandement et en vue de retrouver les auteurs de cet attentat terroriste afin qu'ils répondent de leurs actes. Le gouvernement de la République condamne sans réserve cet autre attentat d'une cruauté innommable commis par des bandes sécessionnistes, terroristes sécessionnistes, qui une fois de plus viennent d'ôter la vie à un haut cadre de l'État en mission administrative et à de valeureux éléments de nos forces de défense et de sécurité dans le plein service de leur devoir de protection des populations et de leurs biens. Face à ce drame révoltant, le ministre de la Communication transmet à la famille de Mme Liwusi Rebecca Djewe, déléguée départementale de la communication dans la Momo, ainsi qu'aux familles des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, toutes si durement éprouvées, les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, en même temps qu'il réaffirme aux forces nationales de défense et de sécurité le soutien constant de la nation tout entière et particulièrement celui du chef de l'État, chef des armées. Signé, c'est fait à Yaoundé, signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Voilà, merci. Merci, mesdames, merci. Merci, monsieur, merci, voilà. Merci, Pierre-Emmanuel Biam. Merci, Martin Zan. Merci. Merci, Maître Defac. Merci, Serge Alain. J'ai compris que demain, ce sera un tableau de mesdames. Ah ouais, il faut y penser, hein. Merci, Maître Chemou, d'être passé. Merci à vous, monsieur. On va dire merci également à Boris Berthold qui était à La Haye depuis les Pays-Bas. Madame, monsieur, on est arrivé au terme de cette édition. Et qu'il en soit. Bonsoir, Djoum et Bangui.